présent, parlons technique, oui, mais du point de vue de la philosophie. Prenez le temps de penser avec le mensuel Philosophie Magazine. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber, c'est-à-dire l'homme artisan. En définitive, l'intelligence envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. C'est Bergson qui écrit ça dans l'Évolution créatrice, faisant de l'homme un animal technique, comme si la technique était le propre de l'homme. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, car cela pose d'emblée deux problèmes. D'abord, la question de savoir dans quelle mesure est-ce que la technique ne nous éloigne pas de la nature dont elle permet de nous rendre maîtres. Et puis, la deuxième question, c'est dans quelle mesure est-ce que la technique n'est pas réversible et dans quelle mesure est-ce que l'utilisation de la technique ne se retourne pas contre son créateur. Buongiorno, Caterina. Buongiorno. Caterina Zanfi, nous n'allons pas faire cette émission en italien. Non. Encore que, voilà, j'en serais parfaitement incapable. Mais on va la faire en français parce que vous en êtes capable, c'est toute la différence entre vous et moi. Vous êtes spécialiste de Bergson, vous êtes philosophe, vous avez notamment écrit un texte en italien, Bergson, La technique à la guerra. La guerra? La guerra. La guerra, pardon. Voilà. Et nous allons parler de technique et partir de cette question, enfin de cette affirmation de Bergson dans l'Évolution créatrice, à savoir, l'homme serait par définition un animal technique. En somme, la technique serait le propre de l'homme. Est-ce qu'on peut dire ça? Ben oui, en fait, c'est bien Bergson qui a repris et transformé cette idée de la Renaissance, déjà classique, de l'homo faber, en l'insérant dans l'histoire de l'évolution en caractérisant l'homme par la technique. Cette tendance qui serait une des caractéristiques essentielles avec la station debout, la face courte, la main libre, oui. Et aussi, même comme caractéristique quasi biologique, propre de l'espèce humaine en tant que telle. C'est un paradoxe de dire de la technique qu'elle est une caractéristique biologique. C'est presque un paradoxe. En fait, ça rend très bien l'idée d'un élément sur la seuil un peu entre le naturel et l'artificiel, parce que ça n'est bien de la combinaison entre l'homme et la matière. Donc, entre l'homme et la nature, ça a cette double caractéristique. Alors, il y aurait donc un prolongement naturel, technique de l'homme. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Il y aurait vraiment la vie qui ne se contenterait pas de produire des organismes naturels, mais voudrait aussi les douer d'une prothèse, d'une appendice qui donc serait l'outil. Donc, elle voudrait traverser la matière inerte et douer l'homme, les êtres vivants, d'une propriété organique supérieure. Comme s'il y avait une insuffisance de l'homme, finalement comme si l'homme était un animal inachevé qui avait besoin, pour parfaire son rapport à la nature, d'ajouter des outils. Oui, c'est en fait la caractéristique propre de l'homme est aussi le fait d'être naturellement inerme. Donc dépourvu d'armes, d'outils naturels organiques. Mais il est bien doué, au contraire, d'outils amovibles. Et ça a été ça, la caractéristique de sa démarche évolutive qui a vraiment qui lui a permis de remporter des succès dans l'évolution, parce que les outils sont beaucoup plus éclectiques que les organes. Justement, et alors vous avez parlé d'évolution, l'éclectisme des outils dont l'homme dispose, que l'homme fabrique,
permet peut-être de distinguer la notion d'évolution plus animale de la notion d'histoire et la possibilité pour l'homme d'entrer dans l'histoire. On est ici en présence d'une image que j'aime énormément. Ouais. On est au début de l'Odyssée de l'espace, hein. Donc le film de Kubrick qui date de 68. C'est le début du film où on a des singes qui se battent, qui discutent. Et il y en a un qui à un moment se saisit d'un os, c'est très intéressant que ce soit un os d'ailleurs, se saisit d'un os là pour frapper manifestement le squelette du dinosaure dont il a pris une vertèbre ou je ne sais pas quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois un outil qui est ici le prolongement donc d'un organisme. De sa main, oui. Donc cet outil sera utile, comme son nom l'indique, et en même temps, cet outil, on a l'impression qu'il s'en sert comme d'une arme, et on a ici l'ambivalence de la technique. Oui, en fait, si on souligne vraiment son caractère quasi zoologique, ça nous met vraiment en continuité avec l'existence animale qui est une lutte pour la survie, une lutte pour l'approvisionnement de la nourriture, pour la protection des ennemis. Donc c'est bien avec une arme que la technique permet à l'homme d'affiner, de potentier sa tactique vitale, comme l'avait remarqué Oswald Spengler, par exemple, donnant une idée assez sombre, assez maligne de la technique, mais aussi qui respecte son statut. Alors il y a ici plusieurs règnes animaux, hein. Nous avons manifestement un vieux reptile, un dinosaure, et puis l'étape d'après, c'est-à-dire le singe qui laisse entrevoir l'étape suivante, c'est-à-dire l'humanisation. Oui, voilà, parce qu'il n'y a pas que de la continuité dans la technique. Il y a aussi, comme l'a bien vu Bergson, une tension entre la continuité avec la dimension de l'organe et la discontinuité, le saut que l'homme remporte grâce à la technique par rapport aux autres êtres vivants. Et c'est bien la création, il dit, d'une machine qui triomphe du mécanisme. Donc c'est l'usage des lois de la matière, de la nécessité, donc pour laisser passer de la liberté au travers les mailles que la nature elle-même a tissées. Ça veut dire qu'il y aurait donc l'outil technique serait ce qui permettrait à l'homme de ne pas être soumis à la nature, d'en acquérir la maîtrise, par exemple? Oui, c'est la maîtrise, le but de la technique n'est pas l'objet en soi, mais c'est la maîtrise de la matière. C'est ce que l'intelligence est capable de créer pour ce but. C'est la même fonction qu'à l'instant sur la matière, sur la maîtrise de la matière. Quand on vous voit à côté du singe, Katharina, on se dit qu'effectivement l'évolution a basculé dans l'histoire. Dans quelle mesure d'ailleurs est-ce qu'on peut considérer que l'invention de l'objet technique, qui coïncide donc avec l'apparition de l'humanité, plus encore peut-être d'ailleurs que l'invention de l'écriture, puisqu'il y avait des hommes avant l'écriture, dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que cela coïncide avec l'entrée dans l'histoire? En fait, c'est bien avec les premiers témoignages de l'homme, qui sont des témoignages d'armes, d'outils techniques qu'on commence à reconstruire l'histoire de nos ancêtres, même dans la préhistoire, donc dans le paléolithique supérieur notamment, qui est l'époque à laquelle remontent les premiers restes de témoignages qui nous racontent la façon dont ils organisaient leur société, la chasse, etc. Alors, ce qui est merveilleux ici, et puis dans l'image qu'on va voir juste après, c'est de voir, donc vous l'avez dit, à quel point on reste près du chauffage parce qu'il fait très froid. Évidemment, de l'intérêt de la technique, évidemment, quand on tourne en hiver. Oui, le froid est aussi un ennemi de l'homme. Mais justement, il y a donc une nécessité vitale à la technique, et cette nécessité vitale, venez avec moi, cette nécessité vitale de la technique, on la retrouve par exemple ici, quand on voit Oscar Pistorius. C'est formidable. Cette image est extraordinaire, où on a vraiment là l'idée de la technique comme d'un prolongement de l'humanité, mais un prolongement d'organes et un prolongement nécessaire, biologiquement nécessaire, effectivement. Ça a été un épisode très intéressant parce que c'est le champion du monde paralympique dès Athènes à Pékin, mais ça a été au centre d'une polémique dans l'été 2008 parce qu'il avait demandé de participer
Aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques normaux. Bien sûr. Et ça a donné... Mettez le mot normaux entre guillemets. Entre guillemets, oui, bien sûr. Mais justement parce qu'il y avait eu beaucoup de discussions, on avait commandé un rapport à des professeurs de l'université, du sport, etc. Mais il y avait une difficulté objective à définir la frontière entre l'organe et la prothèse, entre l'homme et son hybridation technique. Dans quelle mesure l'hybridation technique n'était pas elle-même un artifice qui irait jusqu'à la triche en un sens, c'est-à-dire qui le ferait aller plus rapidement, par exemple? Mais oui, en fait, à la fin du rapport, ils ont dit que c'était un avantage pour l'athlète sud-africain, donc il n'a pas pu participer aux compétitions normales, mais il avait déjà participé à Rome, par exemple, en arrivant seconde à une autre compétition. Et là, on voit vraiment la difficulté de comprendre, de voir à quel point la technique se fait organe, deuxième organe. Vous avez parlé tout à l'heure de continuité, discontinuité. Oui. On a les deux. On a à la fois la continuité et en même temps la discontinuité dans une seule image. Oui, mais je pense que c'est très intéressant de voir à quel point l'outil est incorporé dans l'homme. C'est vraiment une appropriation de ça et une prise de parti de la technique dans la dimension organique humaine. Donc sa cuisse ne serait pas comme ça s'il n'avait pas eu ces faux pieds. Et c'est une sensation que tout le monde a dans la vie de tous les jours quand on pense aux lunettes ou à un couteau et fourchette. On a vraiment l'impression que notre perception, notre pouvoir d'action se prolonge jusqu'à la pointe de nos outils. C'est une chose qu'on a, c'est par exemple le bâton de l'aveugle, mais aussi dans la voiture. Lorsqu'on conduit, lorsqu'on se gare, on a très bien la perception que notre sensibilité arrive jusqu'aux marges de ce grand outil, de cette grande machine même. De sorte qu'il y a aussi une chose à établir qui est très importante, c'est que la technique, en un sens, je posais tout à l'heure la question de savoir dans quelle mesure la technique ne nous éloignait pas de la nature dont elle nous permettait de nous rendre maîtres. Oui. La technique introduit ou permet d'avoir avec le monde un rapport utilitaire, c'est-à-dire de prélever, comme dit Bergson, à la surface du monde, ce dont nous avons immédiatement besoin. Il fait froid, nous avons besoin d'un chauffage. Oui. C'est à regret qu'on s'est éloigné d'ailleurs du chauffage, parce que de nouveau nous avons froid. Mais précisément, dans quelle mesure la technique introduit un rapport au monde, ou fabrique un rapport au monde qui est un rapport rigoureusement utilitaire. Et à cet égard, nous ne nous servons des choses que dans la mesure où nous en avons besoin. Ça n'est jamais pour elles-mêmes que les choses nous intéressent, quand on a un rapport technique au monde. Oui, il y a un rapport performatif très accentué dans certaines évolutions de la technique contemporaine, mais aussi un rapport d'usage performatif et qui nous permet d'avoir une prestation plus forte, à la fois organique, mais même on peut penser même mental, si on pense aux ordinateurs, aux techniques de calcul mental, qui sont aussi des techniques, qui sont aussi de formes de... Alors on va en parler justement de ça, parce que du statut du calcul mental, de la technique et des ordinateurs. Mais encore juste une chose quand même sur cette image. Cet homme là, tel qu'il est, si on ne fait pas attention à ses prothèses, est un coureur, indéniablement, et pourtant de sorte que cette technique-là, non seulement est le prolongement de lui-même, mais d'une certaine façon le fait accéder à un ordre auquel il n'aurait pas accès sans la technique. Oui. Donc c'est non seulement la technique est non seulement le propre de l'homme, mais en l'occurrence, elle est la condition de l'humanité à laquelle lui-même aspire. Ça c'est très important. C'est exact. Comme Simondon nous l'a enseigné, c'est très illusoire la frontière entre homme et objet technique. Et aussi, ça rentre vraiment dans notre façon d'évoluer. Depuis le néolithique inférieur, en fait, l'homme n'a pas à voir avec une adaptation qu'avec un milieu naturel, mais aussi avec un milieu technique, avec des outils, avec des machines. Et ça rentre vraiment dans notre évolution biologique même. La technique comme une seconde nature.
Oui, comme une seconde nature. Vous avez parlé de Oui, Simondon, Galen, oui. Catherine Zanfi. Simondon, il faut le rappeler en peu de mots, Gilbert Simondon. Oui. C'est l'inventeur de la mécanologie. Oui, c'était très intéressant dans une période de l'après-guerre où il y avait une technophobie, un technoscepticisme, disons, très diffusé. Il a su rapporter la technique à l'attention de la culture et ça a soulevé beaucoup d'intérêt dans un moment où après, dans l'après-guerre, après Auschwitz, après la bombe atomique, il y avait une sorte de réaction défensive. On va en parler de cette réaction défensive un peu plus tard. J'adore cette image. C'est Kasparov. Alors Kasparov qui joue aux échecs contre Deep Blue, un ordinateur dont la puissance de calcul est infiniment supérieure, j'allais dire presque à tous les joueurs d'échecs réunis, et même évidemment si on ajoute celui-là qui était le plus fort d'entre eux, en particulier à ce moment-là, le champion du monde, Kasparov. Alors ici, il a perdu. Oui. Sous le visage absolument ébahi, émerveillé des amateurs, l'étonnement, la stupéfaction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a perdu. Or, Kasparov est un immense calculateur mental, mais évidemment, ça n'est pas sur le terrain du calcul mental qu'il défie l'ordinateur, qui de toute façon est plus fort que lui. Non, Kasparov est également un joueur qui a un style, une particularité, une originalité. Et c'est en spéculant sur cette particularité, ce que ça peut avoir d'imprévisible, que Kasparov pouvait défier l'ordinateur. Or là, il perd. Qu'est-ce que ça veut dire, cette défaite? Ça a été très inquiétant, très étonnant pour l'humanité, cet épisode, parce que ça montrait vraiment que cette difficulté à réduire notre intelligence à un ensemble de calculs, à une stratégie très logique, cristalline, pouvait même s'appliquer presque à des processus mentaux créatifs, justement le style dont vous parlez. Et ça a été donc très inquiétant, comme si on avait été capable de créer une intelligence artificielle plus intelligente que la nôtre. Et ça, c'est une ancienne inquiétude. On avait discuté d'ailleurs, on s'était demandé si on allait se servir de cette image-là ou de Frankenstein. Oui. Ce qui finalement pose le même problème. C'est le double, c'est la création d'un deuxième homme, d'un deuxième cerveau à ce moment, dans ces cas-là, d'un robot, d'un répliquant. Alors, le répliquant, c'est Blade Runner. C'est l'histoire de Blade Runner. Ils ne vivent que 4 ans, mais ils sont plus puissants que les humains. Ils sont plus puissants. Ouais. Mais alors, il y a aussi une chose quand même, c'est que donc on crée l'intelligence produit une intelligence supérieure à elle. Oui. Mais en même temps, il y a quelque chose que l'ordinateur ne peut pas faire. Oui. C'est improviser. Bergson dit ceci, toujours le même livre, l'évolution créatrice. Il faut lire les philosophes parce que c'est extraordinaire de voir à quel point ce texte qui date de 1907 résume ce que nous avons là sous les yeux. Il distingue l'intelligence. Il dit l'intelligence laisse échapper ce qu'il y a de nouveau. Elle n'admet pas l'imprévisible. Elle rejette toute création. En revanche, il pose l'hypothèse en face que chaque instant soit un apport, que du nouveau jaillisse sans cesse, qu'une forme naisse et qu'elle ne soit pas prévisible. C'est quelque chose que nous pouvons sentir en nous, deviner par sympathie, mais qu'on ne peut pas penser, dit Bergson. On a d'un côté le parti de l'imprévisible, de l'autre côté le parti de la puissance calculatrice. Oui. Comment la puissance calculatrice peut-elle avoir le dessus sur l'imprévisible? Puis finalement, c'est ça l'enjeu. Oui. C'est la soumission de l'instinct à l'intelligence. On peut dire ça comme ça? Oui, ou plutôt de l'intuition à l'intelligence, dans le cas des êtres intelligents. C'est bien ça, c'est qu'il est très difficile de comparer ce qu'il y a d'intersubjectivité, d'émotion, de création, de sympathie dans les dynamiques de notre esprit avec les dynamiques de l'ordinateur. Vous avez dit tout à l'heure... Oui, pardon, allez-y. Non, mais vous avez dit tout à l'heure que on avait créé une intelligence plus intelligente que l'intelligence elle-même qu'il avait créée. Oui. De sorte qu'avec cette défaite de Kasparov contre Deep Blue, c'est à la fois une victoire de l'intelligence humaine qui est une défaite de l'humanité. C'est un renversement très inquiétant, mais c'est une inquiétude qui remonte vraiment à l'Antiquité. Il y avait déjà des mythes, le golem. Non, mais on va passer par là, venez, tenez. D'une création d'un double de l'homme qui pouvait nous aider, mais qui finalement arrivait à rendre l'homme esclave de lui.
esclave de lui-même. De son outil, de sa machine, de son robot. Donc un moyen qui s'émanciperait. Oui, comme l'apprenti sorcier, un peu, au final. Tenez, regardez, vous voyez, on est dans un endroit qu'on aime beaucoup travailler, qui était une usine avant, où on fabriquait, je crois, des cartons. Hein. Et du coup, il reste des outils dont on ne sait plus à quoi ils servent, mais qui du coup ont une vertu poétique soudaine, puisqu'on ne sait plus quelle est leur utilité, et donc la technique est passée du côté de la poésie, ici. On a un outil, on a la nature qui essaie vaguement de reprendre le pouvoir, là, avec quelques plantes. En revanche, à côté, on a un chauffage bienvenu, hein, dont on sait à quoi il sert. Très bienvenu, oui. Oui, très bienvenu, mais là, c'est vraiment l'élément naturel de la technique, c'est une ruine. Il y a un très bel essai de Georg Simmel sur les ruines où on voit vraiment cette idée de l'artefact sur lequel la nature l'emporte de nouveau et commence donc à... C'est ça, qu'est-ce qui reste d'un outil quand on ne sait plus à quoi il sert? Oui. Oui, voilà. Une machine à penser. Une machine à penser, oui. Venez avec moi. Alors, on va aller, pour clore cette émission, pardonnez-moi, on va aller vers le pire, suivez-moi. Oui. On va aller vers le pire, c'est-à-dire non plus la possibilité que la technique nous éloigne de la nature en nous en rendant maître, mais la possibilité que, en s'émancipant finalement, le progrès technique devienne l'antithèse même de l'humanité. C'est la raison pour laquelle on est allé vers le pire, c'est-à-dire qu'on est là en présence d'un plan d'Auschwitz. Oui. Et alors, il faut préciser une chose d'ailleurs, c'est que ce plan date de début 42. On a 2 crématoriums ici. D'autres vont être construits ici. Donc il en manque, si j'ose dire. Il y en aura d'autres ici. L'inhumanité de cette image parfaitement ordonnée a quelque chose d'épouvantable et témoigne peut-être du fait que la technique, en l'occurrence, peut être mise au service non pas seulement d'un monde qui nous échappe, mais de la négation de l'humanité elle-même. Oui. En fait, c'est très étonnant aussi, et c'est très emblématique le fait que Auschwitz était un camp de travail pour construire une usine qui devait être une centrale électrique, je ne me rappelle plus, mais qui n'a pas été terminée. Oui, donc l'usine n'a jamais vu le jour, voilà. Elle reste là comme un objet complètement inutile, comme emblème du non-sens auquel la technique peut aboutir. Quand elle l'emporte sur l'homme, elle devient vraiment comme un principe qui conduit l'agir de l'homme. Et l'homme devient donc esclave de cette objectivation de sa propre raison qui est devenue, comme on disait avant, trop instrumentale, trop performative, trop utilitaire. Et ça, c'est très... Le paradoxe, c'est qu'on pourrait se servir de Heidegger, qui était nazi, pour penser ce que vous dites là. Heidegger est par ailleurs, dans un texte sur l'essence de la technique, il est le penseur de la possibilité par la technique, finalement, d'une déshumanisation totale. Alors, ici, là, c'est un autre texte qu'on a pris, c'est un texte de Rousseau, c'est le discours sur les sciences et les arts. Premier texte de Rousseau, dans lequel Rousseau dit « Peuple, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant. Que tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de maux dont elle vous garantit, et que la peine que vous trouvez à vous instruire n'est pas le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont pervers. Ils seraient pires encore s'ils avaient le malheur de naître savants. » Alors, c'est un texte qu'il écrit au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est très antipathique de dire ça. C'est très antipathique parce que, alors, être savant, la raison était quelque chose qui avait un pouvoir d'émancipation, qui nous faisait sortir d'un état de minorité. C'était une raison illuministe. C'est une phrase de Kant, ça, hein, sur laquelle, sortir de l'état de minorité. C'est bien ça, c'est l'illuminisme. Et donc, la confiance dans une raison qui nous libère. Et qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? Au XXe siècle, on a vu avec ça, même avec la bombe atomique, la possibilité d'un renversement de cette tendance de la raison. Donc, dans l'objectivation de cette raison, dans des structures, dans des structures techniques qui
rendre l'homme esclave de cette raison qui était censée l'émanciper. Le XXe siècle est le siècle qui avère rétrospectivement la prédiction de Rousseau, c'est-à-dire la dislocation du progrès technique et du progrès moral. Et sur quoi reposaient d'ailleurs toutes les lumières. Oui, c'est une dialectique donc de l'illuminisme. dont parlait l'école de Francfort. Et aussi, là, en regardant cette image, c'est si ordonné, ça a vraiment l'air d'une cage. Ça rappelle un peu la très efficace image de Weber de la cage d'acier, de la technique contemporaine, de la raison instrumentale contemporaine qui s'est développée, qui s'est objectivée à tel point de devenir planétaire, invasive, qui rentre dans tout domaine de notre existence, avec une rationalisation croissante de l'état, des modalités de relations intersubjectives. Donc vraiment une cage d'acier qui n'a pas qui ne laisse pas d'espace aux formes subjectives. C'est sur l'image de la cage d'acier qu'on va s'arrêter. Oui, c'est. C'est dommage de finir là-dessus. Mais on va continuer à discuter, mais on va s'arrêter là-dessus. Merci en tout cas. Merci. Vous n'êtes pas Merci à vous. Ça va. On va descendre. Mais cela dit, on aurait vraiment menti par omission si on n'avait pas parlé de ça. C'est ça le problème. Il faut bien. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec le mensuel Philosophie Magazine.